Quand pensez-vous que votre vie a commencé ? À votre naissance ? À vos premiers souvenirs ? Lorsqu'un grand événement s'est produit ? C'est une question philosophique et la réponse dépend de chacun, car la vie peut être vue comme une succession de grands commencements, d'importantes premières fois qui viennent bouleverser la précédente normalité. Celle de François a commencé à l'âge de 8 ans quand il est devenu le seul homme de sa famille. Un événement fondateur et constitutif de son être, jusqu'à que cette normalité soit complètement bouleversée. Vous écoutez Transfert, épisode 265, un témoignage recueilli par Pauline Thurier. Mon tout premier souvenir, il remonte à mes 8 ans. Je suis allongé sur un lit superposé. Je suis dans une colonie de vacances en hiver, en février. Ma mère vient de m'y envoyer parce que mon père est en train de lutter contre 2 cancers depuis 2 ans. Et en fait, elle n'a pas le temps de s'occuper de moi. Pendant les vacances, elle est trop préoccupée par ça. Donc elle m'envoie en colonie de vacances. Moi, je n'ai pas envie d'être là, mais je suis contraint d'y être. Je n'ai que 8 ans. Donc je suis allongé, c'est l'heure de la sieste, mais je n'arrive pas à dormir. Et un moniteur entre dans la chambre pour venir me parler. Et en fait, il vient m'annoncer que ma mère m'attend en bas, dans le hall. Donc j'attends qu'il sorte de la pièce, je me lève et je me mets à pleurer tout seul, en silence, parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi elle venait. J'essaie de faire le moins de bruit possible parce que je veux pas réveiller les autres enfants dans la chambre, j'ai pas envie qu'on me pose des questions, j'ai pas envie qu'on me juge. Et une fois calmé, je descends dans le hall d'entrée. Et la première personne que je vois, en fait, c'est pas ma mère, mais c'est mon oncle, son frère, qui ose pas me regarder. Il a les mains dans les poches, il sait pas trop où se mettre, je suis même pas sûr qu'il m'adresse la parole. Et ensuite, je vois ma mère, je vois qu'elle n'est pas bien, elle est déjà en train de pleurer. On s'isole dans une pièce et en fait, elle vient confirmer ce que je pensais, elle vient m'annoncer que mon père est décédé. On est tous les 2 dans cette pièce, elle me parle, elle essaie de me rassurer, on pleure ensemble et elle me demande si je veux redescendre avec eux pour assister aux funérailles, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie. Je refuse, alors que je déteste être où je suis actuellement. Je n'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi, ne plus côtoyer les gens ici, ne plus participer aux activités, ne plus j'ai plus envie d'être là. Mais je refuse de participer aux funérailles, c'est comme si je refusais de lui dire au revoir peut-être. Et je vais rester dans cette colonie, elle va repartir sans moi et je vais les rejoindre quelques jours plus tard, après les funérailles en fait, une fois que tout est terminé. Je n'ai aucun souvenir d'avant, je n'ai aucun souvenir de mon père, je n'ai aucun souvenir, de la vie qu'on a pu avoir ensemble. Mes seuls souvenirs sont des photos de lui. Je suis incapable de me rappeler de sa voix, de son odeur, de sa présence. Et j'ai vraiment l'impression que ma vie a débuté à ce moment-là, en fait, à sa mort, dans cette chambre, dans cette colonie de vacances, et que rien d'avant n'existait. Le fait de perdre mon père aussitôt m'a fait très vite me sentir différent des autres enfants. J'ai eu l'impression de devoir mûrir très rapidement. À sa mort, j'ai été voir une psychologue. Je n'ai fait que 2 ou 3 séances. Très rapidement, elle m'a dit que ça allait, j'étais déjà passé à autre chose. Je me sens énormément différent par rapport aux autres enfants parce que dans mes copains, j'avais des copains, mais ils avaient tous des frères et sœurs, des parents. J'étais le seul de mon école, de mon quartier, à ne pas avoir de frères ou de sœurs et à ne pas avoir de père, ne pas avoir de grand-père. Ça m'a beaucoup rongé, j'ai ressenti beaucoup de solitude très jeune en fait. Même si j'étais entouré, j'avais toujours cette impression de ne pas être comme les autres. Et je n'avais personne avec qui parler de ça, parce que personne ne ressentait la même chose dans mon entourage. En plus de ça, personne n'osait me parler de la mort de mon père. Donc c'était très difficile en fait, parce que ça faisait peur à tout le monde, la mort effraie. Moi, je ne pouvais pas en parler, comme si j'avais pas le droit d'en parler en fait. La vie au quotidien avec ma mère, à ce moment-là, elle est assez compliquée parce que elle est seule pour m'élever. Elle est obligée de jouer les 2 rôles en fait, de père et de mère, donc elle est très sévère. Je suis pas forcément un enfant difficile, perturbateur ou quoi que ce soit. Je suis bon à l'école, je suis sérieux. J'essaie d'être, le moins possible un poids pour elle, donc je fais beaucoup d'efforts, mais elle est quand même très, très sévère. En plus de ça, elle travaille beaucoup. Elle est fonctionnaire, donc elle gagne pas très bien sa vie. À côté de ça, elle commence à faire beaucoup de ménage, ce genre de choses, donc elle est très peu présente. Je suis beaucoup chez ma grand-mère ou seul chez moi même ou chez des amis. 4-5 ans après la mort de mon père, ma mère refait sa vie. Un artisan, vient faire des travaux chez nous et il va rester vivre chez nous, en fait, totalement. Il s'appelle Julien, il a une bonne relation avec ma mère et moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je n'y vois que du positif parce qu'elle a le droit d'avancer, en fait, dans sa vie. Moi, de mon côté, en tout cas, je n'imagine pas qu'il va devenir un père de substitution. À aucun moment, j'imagine ça et j'espère juste qu'il va pouvoir amener un équilibre au sein de notre famille parce qu'être la seule présence masculine, c'est un peu pesant parfois.
Donc j'espère juste un équilibre. Et lui, de lui-même, en fait, il ne va jamais chercher à créer ce lien de parentalité, justement. Lui, il sort d'un divorce et il a déjà un enfant qui a atteint de trisomie 21, donc il a ses problèmes à gérer. On a toujours une très bonne relation, mais il n'y a pas de proximité particulière entre nous. Dans notre quartier, il y a un homme qui a son atelier en bas de chez nous. Il s'appelle Jean-Pierre. En fait, il est là depuis très longtemps. Il connaît mes parents depuis longtemps. Il me connaît depuis que je suis né, en fait, depuis ma naissance, depuis que je suis tout petit. Cette personne, en fait, elle est assez âgée. Elle est plus âgée que mes parents. Elle a 20 ans de plus. Et c'est un peu un homme à l'ancienne, quoi. Lui, il a eu 2 filles qui sont plus âgées que moi. Du coup, elles ont 15 ans de plus que moi. Et j'ai l'impression qu'il a cette frustration de ne jamais avoir eu de garçon. Et du coup, il a un lien avec moi, il a une certaine attache avec moi. Ça m'arrive de passer du temps avec lui. Il s'occupe de moi parfois, il m'emmène à la plage, il m'emmène jouer au foot. Il y a même des moments où je dors chez eux, alors que je suis jeune. Et Jean-Pierre, malgré tout ça, je le considère pas comme une figure paternelle, c'est plus une présence masculine. C'est comme s'il y avait une certaine neutralité entre nous, une gêne. Et on ne discute jamais vraiment, en fait. On fait juste des activités. Il n'y a pas de discussion comme un père et un fils peuvent avoir, ou même comme un adulte et un enfant. Il y a vraiment une sorte de barrière qui fait qu'en fait, il reste une présence masculine, mais qui est présente tout le temps. À chacun de mes anniversaires, il m'offre une enveloppe avec de l'argent. Il me contacte régulièrement pour venir me chercher, m'amener à la plage. Mais ça pendant très longtemps, pendant des années, toute ma vie, en fait. Pendant mon adolescence, je continue de le voir. Souvent, les dimanches, je m'emmène à la plage. Il emmène même des copains à moi avec nous. Et même en tant qu'adulte, je continue de le voir régulièrement, une fois par mois, parfois plus. Je vais manger chez lui. Je connais à peu près toute sa famille. Je connais bien ses filles. Je participe à des repas de famille avec eux. Comme si j'étais un peu un membre de leur famille, en fait. Un membre, une pièce rapportée. Mais c'est des gens avec qui je me sens assez bien. Quand je vois Jean-Pierre, il n'y a jamais ma mère qui est là. Elle est d'accord, elle est OK, ils se connaissent. Il leur arrive de se voir quand il vient me chercher, ils montent à la maison boire un café. Je ne vois jamais Jean-Pierre avec ma mère. C'est toujours un moment à part, un moment pour moi en fait. J'arrive à l'âge adulte et j'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai des amis, j'ai un travail, je sors régulièrement, je fais des activités, je fais du sport. Mais je n'arrive pas à construire une relation amoureuse avec une fille. J'ai vraiment ce truc cassé en moi, depuis tout jeune, depuis la mort de mon père, où en fait j'ai beaucoup de mal à faire confiance, j'ai beaucoup de mal à m'attacher. Ça m'empêche pas de créer des relations amicales, mais toute relation amoureuse devient très compliquée. Dès que je rencontre une fille, dès que j'ai l'impression que ça devient sérieux, je mets de suite le holà et je fuis. Sans cesse, je fuis. Plus jeune, j'avais dit à ma mère une fois une phrase qui l'a marquée et qu'elle me répète souvent quand je suis adulte, c'est à quoi ça sert de s'attacher aux gens parce qu'après ils meurent. Je pense que j'ai été handicapé par cette pensée pendant toute ma vie de début d'adulte. En 2020, je viens d'avoir 30 ans, je débute tout juste un nouveau travail et le confinement est déclaré. Moi, ça fait un mois pile que j'avais commencé ce nouveau travail et je me retrouve en chômage partiel. Je me retrouve seul chez moi. Je vis dans un 2 pièces, ce qui est quand même assez spacieux, mais je tourne vite en rond. Je suis seul, je n'ai personne à qui parler au cours de la journée. Mais le confinement se passe plutôt bien. Je suis de caractère un peu casanier, donc ça ne me dérange pas de rester chez moi. J'arrive à m'occuper, je me suis toujours très occupé facilement. Donc c'est pas un souci pour moi le confinement. Mais au sortir du confinement, on est le 2 juin et je viens d'apprendre que je suis licencié de mon nouveau travail à cause du Covid. L'entreprise dans laquelle je venais de commencer à travailler est en faillite et ils peuvent pas me conserver. J'apprends cette nouvelle, mais je ne ressens pas de crainte ni de peur particulière. Je suis comptable et il y a beaucoup de travail dans ce domaine, donc je sais très bien que je vais pouvoir retomber sur mes pattes rapidement. Et le lendemain de cette annonce, ma mère m'appelle et je sens au téléphone que quelque chose ne va pas. Elle a une voix qui tremble, j'ai l'impression qu'elle pleure en même temps et elle me dit «Il faut que je te parle, il faut que je te parle, j'ai un secret de famille à t'annoncer». Moi, je suis un peu perplexe, je comprends pas parce qu'en fait, avec ma mère, on a toujours eu une relation assez honnête. On n'a jamais été très tactile, il y a toujours eu beaucoup de pudeur entre nous, pas de gestes affectifs, mais on s'est toujours beaucoup parlé. Elle m'a toujours tout raconté et donc je ne sais pas ce qu'elle a à m'annoncer. Donc je lui demande de venir me l'annoncer parce qu'elle veut pas me l'annoncer au téléphone.
Le temps de son trajet, qui dure une vingtaine de minutes, je tourne en rond. Je tourne en rond chez moi et je comprends pas, j'essaie d'imaginer toutes sortes de choses. Mon esprit part dans tous les sens et j'arrive pas à comprendre pourquoi elle m'a caché quelque chose, en fait. Elle arrive chez moi et elle est pas bien du tout. Elle est déjà à moitié en train de pleurer. Elle s'assoit dans mon salon sur mon canapé, je lui donne à boire et en fait, elle arrive pas à parler, quoi. Elle cherche ses mots, elle sait pas par où commencer et là, tout de suite, j'ai un flash, tout seul et je lui demande, de moi-même: «Tu viens me dire que mon père, c'est pas mon père, en fait?» Et là, elle est surprise, elle me regarde et je vois dans ses yeux que c'est ça et elle me dit: «Ben, oui, c'est ça». Et j'ai un deuxième flash et je lui dis: «Et mon père, c'est Jean-Pierre, en fait». Et là, elle acquiesce. À ce moment-là, elle se lance dans de grandes explications. Moi, je suis un peu, hébété, je suis un peu groggy. C'est une nouvelle assez choquante pour moi et elle commence à m'expliquer beaucoup de choses par rapport à tout ça. Elle me raconte qu'avec son mari, à l'époque, ils essayaient d'avoir un enfant depuis des années et ils n'y arrivent pas. Ils ont essayé plein de choses, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Et elle, son désir d'avoir un enfant était plus fort que tout et elle a vu en Jean-Pierre une solution. Il lui a proposé de l'aider et elle a accepté. Ils ont réussi à faire un enfant ensemble, sans le dire à son mari. Son mari n'était pas au courant, il m'a élevé pendant 8 ans, sans le savoir. Mais elle, elle pense qu'il le savait. S'il acceptait que, à ce moment-là, que je passe du temps avec Jean-Pierre, c'est qu'il le cautionnait et qu'il était au courant, selon elle. Mais elle ne lui a jamais dit, elle a jamais su lui dire, elle a jamais osé lui dire. Elle avait peur de tout perdre. Ma mère m'explique que son compagnon est au courant, que cet arrangement entre Jean-Pierre et elle était un secret qu'ils ont gardé entre eux, mais elle avait raconté ça à Julien quand ils se sont rencontrés. Elle m'apprend également que c'est Jean-Pierre qui lui a forcé à le dire. La démarche ne vient même pas d'elle-même. C'est Jean-Pierre qui l'a appelée, un peu après le déconfinement, et qui lui a dit qu'en fait, s'il en pouvait plus, ça faisait 30 ans que ça durait, et qu'il fallait me le dire. Il l'a prévenue que si elle ne le faisait pas elle-même, il le ferait lui au cours d'une prochaine fois où on se verrait. Donc elle est venue me l'annoncer sous la contrainte, et ça, elle lui reproche énormément. Elle me dit que je lui ai tendu beaucoup de perches. Avec ma famille, en fait, j'ai jamais été très proche et je me suis toujours senti différent. Et je lui disais: «Ces gens, ils sont pas comme moi». J'étais toujours, réticent à l'idée d'aller à des événements familiaux. Quand elle me dit ça, je suis totalement hébété, je suis un peu KO, groggy, je suis debout, mais j'ai envie de tomber, en fait. J'ai tout mon monde qui s'écroule à ce moment-là. Je pensais être, comme la plupart des gens, le fruit d'un amour entre 2 personnes et en fait, je suis le résultat d'une infidélité liée au désir absolu d'une femme d'avoir un enfant à tout prix, quelles que soient les conséquences. Je n'ai pas les origines que je pensais avoir. Je ne porte un nom qui n'est pas le mien depuis des années. On m'a forcé à côtoyer une famille qui n'est pas la mienne. Je suis fils unique et je me retrouve avec 2 demi-sœurs, du jour au lendemain. À ce moment-là, ma mère est toujours dans le salon et j'ai qu'une envie, c'est qu'elle parte. Chose qu'elle va faire rapidement parce qu'en fait, elle ne sait pas où se mettre. Elle voit que je réponds pas forcément parce que moi, je ne sais pas quoi répondre à ce moment-là. Je suis totalement perdu et elle se lève, elle prend ses affaires et elle s'en va. Et moi, à ce moment-là, je m'effondre. Je m'effondre à genoux et je pleure longtemps. Je commence à comprendre de plus en plus de choses. Je comprends pourquoi Jean-Pierre a toujours voulu garder ce lien avec moi depuis tout jeune. Il a fait ce qu'il pouvait pour, conserver une part de familiarité peut-être. Et je comprends pourquoi Julien n'a jamais cherché à vouloir être un père pour moi. En fait, pour lui, c'était impossible de trouver sa place, en sachant qu'il y avait déjà un père qui existait, mais qui était absent. Pour lui, c'était trop compliqué de se situer quelque part. Quelques jours après cette annonce, c'est la fête des mères. Ma mère m'appelle pour qu'on fasse un restaurant ensemble, comme si de rien n'était. Et moi, à ce moment-là, je suis encore totalement hébété. Donc j'accepte, sans vraiment comprendre quoi que ce soit. J'accepte et je vais au restaurant. Il y a également Julien qui est là. Et tout le repas se déroule et en fait, on ne fait jamais mention de ce secret, comme s'il n'existait pas. Au fond de moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on en parle en fait. J'ai envie d'exploser, mais je pense qu'à ce moment-là, je suis tellement fatigué mentalement que j'arrive pas à m'exprimer. Je subis ce repas comme si de rien n'était. Il parle de tout et de rien. On passe le repas comme si de rien n'était et comme s'il y avait aucune conséquence à ce qui vient de se passer. À ce moment, ce qui me heurte le plus, c'est le sentiment de trahison et le mensonge. Je pensais qu'avec ma mère, on avait une relation honnête et qu'on pouvait tout se dire. Et je me rends compte que non, en fait, et que c'est peut-être une des choses les plus importantes de ma vie, ce qui est ma création, mon origine.
est un mensonge en fait. Après cette annonce, je décide de ne pas contacter Jean-Pierre. Je ne m'en sens pas le courage et j'ai pas envie de le faire. Lui, au cours de l'été, il va m'envoyer un SMS. Un simple SMS pour me dire qu'il avait besoin de le dire et qu'il pense que c'est mieux pour tout le monde et qu'il est disponible pour en parler. Et qu'il a même hâte de me voir. Moi, quand je reçois son SMS, j'ai beaucoup de surprises parce que je ne m'attendais pas forcément à une manifestation de sa part. À ce moment-là, en fait, j'ai peur, quoi. Je lui réponds que je ne suis pas prêt, que c'est trop tôt pour moi, j'ai besoin de temps. Il me répond très rapidement à mon SMS en disant qu'il comprend et qu'il est prêt à attendre le temps qu'il faut. À ce moment-là, par rapport à mon père, celui dont je porte le nom, j'ai de suite un sentiment de déni. Je décide de le renier totalement parce que je n'ai aucun souvenir de lui, à part des photos. Et au final, je n'ai pas de lien réel avec lui. Donc, à mes yeux, ça devient juste l'ex-mari de ma mère. Porter son nom devient très compliqué. Dès que je vois ce nom sur ma porte, sur mon courrier, dans mon adresse mail, dans quoi que ce soit, ça me fait une piqûre de rappel et c'est très dur en fait, ça me met hors de moi. Parce que je porte un nom qui est pas le mien, on m'a forcé à le porter, on m'a menti tout le temps là-dessus. J'ai plus envie de ça en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens et c'est pas juste en fait, il y a une forme d'injustice. 2, 3 mois après l'annonce, je décide d'entamer les démarches pour changer de nom. Ça me tient à cœur, car j'ai l'impression que du coup, je vais pouvoir m'approprier ma propre histoire. J'en parle à la psychologue que je vois à ce moment-là, et elle trouve que c'est une très bonne démarche et elle est prête à m'accompagner. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est de trouver un nouveau nom qui a du sens pour moi et également écrire un courrier qui explique les raisons de ma volonté d'abandon de ce nom. J'écris ce courrier très rapidement, je trouve l'inspiration facilement, elle est assez claire. Pour l'instant, je le garde de côté. J'entame pas les démarches officiellement. Pendant plusieurs mois, on continue de se voir avec ma mère. J'essaie de parler plusieurs fois avec elle et c'est très compliqué. Elle a beaucoup de mal à entendre ce que j'ai à dire. Je me sens vraiment incompris parce que moi, ce qui m'a blessé au final, c'est le mensonge surtout et la trahison. Elle, elle a l'impression d'être libérée de ce secret et que le problème, c'est la question de mon origine, la question de ma naissance. Mais moi, c'est pas ça le problème. Et notre relation se tend de plus en plus. Vers le mois d'octobre, la colère commence à apparaître en moi, en fait. C'est un sentiment bizarre parce que j'ai toujours été d'un caractère très patient, très calme, et j'ai jamais vraiment été en colère dans ma vie. Mais là, c'est une nouvelle sensation pour moi. Ça me submerge et je suis en colère tout le temps. Tout le temps, pour tout et rien. À ce moment-là, j'ai une vraie cassure avec ma mère. J'ai plus envie de la voir, j'ai plus envie de lui parler. Je lui demande de ne plus me contacter, de me laisser tranquille, de me laisser du temps. Elle a beaucoup de mal à l'accepter, elle essaie quand même de me contacter régulièrement, mais moi je refuse de répondre à tous ses appels, ses SMS, quoi que ce soit. Pour moi, à ce moment-là, je tire un trait temporaire sur notre relation. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être seul en fait. Après que ma mère m'ait annoncé que mon père n'était pas mon père, elle me demande aussitôt de garder le secret, d'en parler à personne. Elle veut pas que ça se sache, elle a honte. Mais pour moi, c'est impossible. C'est un secret trop lourd, ça me chamboule trop, je peux pas ne pas en parler. Donc progressivement, je le raconte à mes amis. Au fur et à mesure, je prends le temps parce que c'est toujours un moment assez difficile. C'est toujours dur à annoncer, je ne sais jamais choisir les mots qu'il faut. En fait, j'ai très peur du regard de l'autre à ce moment-là. J'ai peur de leur faire pitié ou peine. J'ai pas envie qu'on ait cette image-là de moi. Je sais également que chaque fois que je leur annonce cette nouvelle, eux, ils ont pas les mots en face, ils savent pas quoi dire et ils sont dans une situation qui est délicate. C'est comme s'ils ressentaient le besoin de dire quelque chose pour me rassurer, mais ils ne savent pas quoi dire. Ça me gêne tout le temps en fait, il y a cette situation de gêne qui ne me plaît pas, mais ça me fait quand même du bien de le dire à chaque fois, même si j'ai pas de retour. J'aimerais en parler avec quelqu'un qui vit la même situation que moi, mais j'ai pas ce profil-là dans mon entourage. Donc j'en parle à mes amis qui me répondent ce qu'ils peuvent, ils bafouillent quelques mots, ils ont des citations toutes faites, ou certains ont même parfois des mots qui peuvent heurter, du genre «Bon bah là ça fait 2, 3 mois, c'est bon, faut passer à autre chose». Je sors beaucoup avec mes amis. Tous les week-ends, j'attends que ça en fait. Mes semaines sont assez vides
La semaine, je fais rien, je suis au chômage et je tourne en rond chez moi et j'attends le week-end impatiemment pour pouvoir sortir avec mes amis parce qu'en fait, ça devient une excuse pour boire de l'alcool. Chaque week-end, je bois beaucoup, le vendredi soir, le samedi soir et je bois de plus en plus. Ça me permet d'oublier à chaque fois, c'est un petit moment d'euphorie, un petit moment de liberté. Et chaque fois, le lendemain est toujours un peu compliqué. Chaque semaine, j'ai l'impression d'augmenter ma consommation d'alcool et je suis impatient, en fait, de boire. Je passe jamais le palier de boire de l'alcool seul chez moi, parce que ça m'effraie. Mais le fait d'attendre ce week-end à chaque fois me fait peur aussi. Et donc je décide d'arrêter de boire de l'alcool totalement, du jour au lendemain, parce que j'ai peur de sombrer et de devenir alcoolique. Grâce à ma psy, j'apprends que je suis en dépression. Ça me fait peur, mais je suis pas non plus très surpris, parce que je commence à m'isoler de plus en plus, de moins en moins envie de voir du monde. Je ne parle déjà plus à ma mère ni mon beau-père, et je parle de moins en moins à mes amis, mon entourage. Progressivement, je me coupe de tout le monde. Je m'isole chez moi et je n'arrive même plus à sortir. Chaque sortie est un combat, ça me stresse énormément, je fais des crises d'angoisse, je transpire beaucoup, donc je sors le moins possible. Je sors une fois par semaine, parfois une fois toutes les 2 semaines, mais je limite, les sorties au maximum. Être dehors à ce moment-là, c'est un calvaire pour moi. Ça me provoque des crises d'angoisse, je transpire beaucoup, j'ai du mal à respirer. Je fais au plus vite, en fait. Le magasin est à 5 minutes de chez moi. Je marche vite, je fais mes courses, je parle à personne et je rentre vite. Chez moi, je continue de tourner en rond, de beaucoup réfléchir. J'arrive pas à regarder un film ou lire un livre parce que mon esprit part dans tous les sens à chaque fois. Je prends chaque élément comme une piqûre de rappel. Et en fait, je passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. C'est le seul moyen pour moi de ne plus penser. Je garde juste le contact avec 2 de mes amis avec qui je joue aux jeux vidéo justement. Ce seront les seules personnes avec qui je vais parler pendant plusieurs mois. Au plus profond de ma dépression, je ne parle toujours pas à ma mère et le jour de ses 60 ans arrive. 60 ans, c'est un événement important, elle en a déjà parlé et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle souffre. C'est que la colère qui parle, mais j'ai envie qu'elle souffre et j'ai juste envie qu'elle soit seule, en fait, pour ses 60 ans. Donc pour moi, c'est hors de question d'être présent pour elle à ce moment-là. Il y a Noël quelques mois après et j'ai envie qu'elle soit seule à Noël aussi. Même si moi, ça me pénalise, même si moi, je suis seul également, à ce moment-là, tout ce que j'ai envie, moi, c'est qu'elle souffre psychologiquement. Le jour des 60 ans de ma mère, je stresse énormément et je ne sais pas quoi faire. J'ai malgré tout une partie de moi qui a envie de lui souhaiter son anniversaire. Et j'hésite toute la journée. Finalement, je décide de simplement lui envoyer un SMS. Un SMS simple et court, joyeux anniversaire. Au moins, la partie de mon travail est faite et on pourra rien me reprocher. Mais très rapidement, après l'envoi de ce SMS, je reçois un SMS de mon beau-père avec juste une phrase disant «Ne me dis pas que tu as oublié». Et je prends très mal son SMS. Je vois vraiment ça comme une attaque un peu lâche, quoi. Il aurait pu utiliser d'autres mots. Pourquoi est-ce qu'on me met ce poids sur les épaules, en fait? Surtout qu'en plus, j'ai envoyé le SMS, c'est juste qu'il n'est pas au courant. Il m'appelle et on s'engueule au téléphone. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première fois que j'ose hausser le ton avec lui et il ne l'avait jamais haussé avec moi. C'est un peu virulent. En fait, je comprends que même lui ne comprend pas ma situation et il a même une phrase qui me blesse énormément où il me dit, «C'est bon, ça fait plusieurs mois déjà, arrête de faire ton Calimero». Ça me terrasse cette phrase parce que moi j'ai rien demandé en fait. Pour eux, ça fait déjà plusieurs mois, mais pour moi ça ne fait que quelques mois en fait. On n'a pas le même rapport à cette situation. M'accuser de faire le Calimero, en fait, ça me blesse énormément parce que je me rends compte qu'ils ont pas compris. Je pense qu'il est surpris que par ma réaction, par mon ton, par mes mots et il se calme. La conversation se termine de manière, plutôt calme et lorsqu'on raccroche, je suis très triste. Suite à ce SMS, je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Ça me tracasse énormément, en fait, parce que l'altercation que j'ai eue avec mon beau-père m'a clairement prouvé qu'elle n'avait pas compris. Donc quelques jours avant Noël, je décide de lui envoyer un courrier. Je lui écris une lettre, décide de ne même pas me relire parce que j'ai pas envie de me relire, j'ai pas envie de changer, et je la poste aussitôt. J'ai écrit cette lettre avec beaucoup de colère. Une fois l'envoi fait, je me sens un peu déchargé de cette colère. Ma mère va m'envoyer un SMS
pour me dire qu'elle a reçu cette lettre et que ça lui a fait beaucoup de mal. Mais elle ne me fait aucun retour sur ce que j'ai pu lui écrire. Encore une fois, je me sens totalement incompris. Je ne sais même pas si je vais avoir un retour en fait par rapport à ma lettre. Avec mes 2 amis, on parle de tout et rien quand on joue et parfois ils me parlent de mon problème. Et ça me dérange pas d'en parler, au contraire, ça me fait du bien. On sait que Noël approche et qu'en fait, je vais le passer seul. Eux, ils s'inquiètent de ça. L'un des 2 est musulman et ne fête pas Noël et l'autre n'a plus de famille dans la région. En parlant, en fait, on cherche des solutions pour ne pas rendre la chose trop officielle et que ça fasse un écho à la famille. Et l'un d'eux me propose de commencer à faire des maraudes et peut-être faire une maraude le soir de Noël. Et j'aime beaucoup cette idée parce que, au fond de moi, j'ai toujours voulu faire de l'associatif, mais j'ai jamais pris le temps. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être le moment. Ça va sûrement m'aider. Donc, on s'inscrit dans une association et on commence à faire des maraudes. Les maraudes se déroulent le samedi soir et ça va devenir en fait ma nouvelle sortie en plus des courses. Mais ce seront mes 2 seules sorties de la semaine à chaque fois. Faire des maraudes me fait du bien car ça me donne l'impression de faire une bonne action et c'est un sentiment qui est assez agréable à ce moment-là. Déjà, ça m'oblige à sortir de chez moi et ça me permet de voir du monde. Je côtoie des gens que je ne connais pas, donc c'est plus simple, en fait, de ne pas parler avec des gens qui sont au courant de mon histoire. En janvier 2021, quelques jours après Noël, l'un de mes amis d'enfance me contacte pour me proposer de travailler avec lui. Il est au courant de ma situation, il est comptable comme moi et il me dit qu'il a besoin de mon aide. Il me dit que ce sera juste une mission de 5 mois, c'est juste pour la période fiscale. Il insiste sur le fait qu'il a besoin de mon aide parce qu'il est submergé et il me rassure en me disant qu'il est au courant, que si ça va pas, ben, on peut arrêter. Il y a aucune pression. Il m'explique également que je serai dans le bureau avec lui, on sera juste tous les 2. Il m'explique qu'il n'y aura pas de contact avec les clients, que c'est lui qui s'en occupera. Moi, je suis juste là pour l'aider, en fait. À ce moment-là, j'ai un peu peur, en fait. J'ai peur d'accepter parce que ma dépression me tétanise, en fait, ça m'empêche d'avancer. Mais il insiste et je comprends dans sa démarche qu'il souhaite m'aider, en fait, surtout. Et je décide d'accepter. Je me dis qu'au pire, si ça marche pas, ben, je rentre chez moi, quoi. Et il le comprend, il m'a dit qu'il l'acceptait, donc il y a pas de souci. Et j'aurais pas une opportunité comme ça, en fait, pour, reprendre une activité professionnelle. Aucun autre travail ne sera au courant de ma situation, me permettra d'être flexible avec moi. Reprendre le travail, dans ces conditions, en plus de ça, me fait beaucoup de bien, car je me sens utile à nouveau. Je mets mon réveil le soir et je me lève le matin. Je m'habille. C'est un geste simple, mais c'est important. En parallèle, je rencontre une jeune femme, au cours des maraudes. Elle vient régulièrement, elle aussi, toutes les semaines. Et ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec une autre femme, quoi, donc ça me fait du bien. Elle s'appelle Mathilde. On entame une relation amoureuse tous les 2. Je viens de reprendre le travail et j'entame une nouvelle relation amoureuse et j'ai l'impression qu'en fait, je fais un bond énorme dans ma vie, quoi. J'avance, ça y est, je peux vivre à nouveau, je m'autorise à vivre. Très rapidement, je lui explique ma situation, mon secret et ma dépression et elle accepte totalement. Elle est très ouverte et très douce avec moi et elle m'accompagne beaucoup. Les mois passent, notre relation évolue et se passe de mieux en mieux et je rencontre sa famille. Je côtoie sa mère de plus en plus, ça se passe très bien entre nous et d'un autre côté, ça me fait un peu de mal parce que ça me met le doigt sur l'absence de ma mère à moi, en fait. Ça me donne envie de la revoir, ça me donne envie de partager des moments avec elle et avec Mathilde. Je me dis qu'il est temps que je la recontacte. On ne s'est pas parlé avec ma mère depuis 1 an environ et je décide de lui envoyer un mail. Je profite de son anniversaire pour lui envoyer un mail pour lui souhaiter et juste reprendre un peu contact. Je veux pas aller trop vite. Je me sens pas d'aller trop vite. Je veux déjà juste discuter normalement et voir comment ça se passe. Elle répond à mon mail très rapidement, même pas 1 heure, je crois. Et elle a l'air très contente, très enjouée. Elle me dit que ça lui fait beaucoup de bien et qu'elle est contente de me parler.
Je sens qu'elle, elle aimerait qu'on se voit, mais moi, je veux pas. Il y a encore un Noël qui approche et j'ai pas envie de passer Noël avec elle. Donc je décide d'attendre que Noël passe et la nouvelle année passe pour lui proposer qu'on se revoie. Après Noël, je vais chez ma mère pour la revoir. Je suis extrêmement stressé avant d'y aller. Ça fait plus d'un an que je l'ai pas vue et je sais pas comment ça va se passer. Sur le chemin, j'ai envie de faire marche arrière, souvent, mais je me rassure en me disant qu'en fait, si ça se passe mal, j'ai juste à me lever et partir. J'ai déjà vécu plus d'un an sans elle, donc qu'est-ce qui m'empêche de continuer? Lorsque j'arrive chez elle, elle m'attend sur le palier. Elle me regarde et elle me sourit, et je lui souris en retour. Ça me procure quand même un peu de joie de la revoir. Je me rends compte qu'elle m'a manqué. J'arrive à son niveau et on se dit bonjour et elle me touche le bras en me disant que je lui ai manqué. C'est le seul geste affectif qu'on a. On a toujours cette pudeur entre nous. Rien n'a changé à ce niveau-là. Elle me fait visiter leur nouvel appartement, ce qui du coup nous fait un sujet facile de discussion pour entamer ce rendez-vous. Et on parle de tout et rien au final, de nos situations, de comment va un tel, comment on va personnellement. Mais parler du sujet en lui-même est compliqué. On l'aborde, mais très légèrement. Je sens que pour elle c'est très compliqué et qu'elle n'a pas envie d'en parler. Moi à ce moment-là, j'ai envie d'en parler, mais ce que j'ai le plus envie en fait, c'est d'entendre elle en parler. Moi j'ai l'impression d'avoir pu exprimer tout ce que j'avais exprimé, par différents moyens, que ce soit à l'oral, par courrier, par mail. Donc j'ai l'impression que moi, je suis un peu soulagé à ce niveau-là. J'ai dit ce que j'avais à dire et si j'ai pas de retour de sa part, ben, tant pis. Je lui mentionne le courrier que je lui ai envoyé, en lui disant que j'ai jamais eu de retour de sa part et elle me dit qu'elle ne se souvient pas, qu'elle ne sait pas de quel courrier je parle. Ça me surprend, surtout avec le SMS qu'elle m'avait envoyé disant que ça l'avait blessée, mais je l'accepte. Je me dis qu'au final, si elle décide de pas en parler, de ne pas répondre, c'est une forme de réponse, en fait. Le peu qu'on parle du sujet, elle reste en boucle sur, ce que je savais déjà. Je n'apprends rien de particulier. Même ce jour-là où on essaie de recoller les morceaux, je me sens toujours incompris par elle. La conversation se finit, normalement. Le sujet principal n'a pas été très abordé et on se dit au revoir et on se dit qu'on se reverra. Mais je lui dis que par contre que je suis OK pour se revoir, mais qu'il faut me laisser quand même du temps avant de se revoir. Qu'on ne va pas retrouver une relation comme avant. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu Jean-Pierre. Je n'ai pas réussi à passer ce cap. Il m'a recontacté une fois par SMS pour, me reproposer à nouveau de se voir, mais j'ai à nouveau refusé. Je vois par contre de temps en temps l'une de ses filles, avec qui on discute de tout ça. Discuter avec elle me fait du bien parce qu'elle est assez compréhensive, elle, de son côté, et elle ne me met pas de pression quant à un quelconque lien familial entre nous. Elle est consciente du poids que c'est pour moi. Elle sait que ça m'a fait du mal. Mais au mois d'octobre, je lis un livre qui me fait totalement changer d'avis. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui rencontre une femme qui est déjà enceinte et il décide malgré tout de rester avec cette femme et de s'occuper de l'enfant. Et ce livre a beaucoup d'écho avec ma propre histoire. Ça m'apporte beaucoup d'éléments et ça me fait comprendre un peu plus le point de vue de Jean-Pierre. À ce moment, j'ai beaucoup d'empathie pour lui et je décide d'aller le voir. Très rapidement, après la lecture du livre, je le contacte pour qu'on se voie et il me propose de venir le voir chez lui, comme on faisait toujours avant. Donc j'accepte. J'arrive chez lui et ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Il est assez âgé maintenant, il a 80 ans passés, mais il est toujours le même, physiquement. De suite, il aborde le sujet et il le règle en quelques phrases. Il me dit: «Bah, tu mon fils, c'est comme ça et il fallait que ça sorte». Moi, je lui explique que pour moi, c'est plus compliqué que ça, que malgré la filiation du sang, je ne me sens pas forcément être son fils, ce n'est pas mon père à mes yeux. Et lui, il est assez âgé, il est un peu de la vieille école, il a pas l'air de comprendre, mais il accepte. Il accepte et il me fait jamais mention du coup de cette relation entre nous. On se voit comme si rien ne s'était passé.
Aujourd'hui, on se voit régulièrement avec Jean-Pierre, comme avant. Et à aucun moment, il ne parle de moi comme étant son fils, ou il n'évoque des liens familiaux entre nous. Avec ma mère, on continue de se voir. On a une bonne relation. Ce n'est plus la même relation qu'avant, c'est sûr. Mais elle est bonne et j'ai l'impression qu'elle part même sur de nouvelles bases. On est conscient, elle et moi, de ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, je me sens totalement heureux et épanoui. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je me suis jamais vraiment senti comme ça. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. C'est comme si mon histoire démarrait maintenant et que j'avais pris le contrôle de ma vie. Vous venez d'écouter Transfert épisode 265, un témoignage recueilli par Pauline Thurier. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Dérochage, Pauline Thurier. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation, Victor Benamou et Camille Legras. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.